Donc comme l'a dit Xavier Méchois, le rôle un petit peu d'introduire le sujet de la session d'aujourd'hui. Donc la semaine dernière, on a ouvert ce cycle de conférences en parlant du business plan, et aujourd'hui on va parler du business model. Alors pour positionner un petit peu le sujet, on pourrait dire que le business model est à la littérature managériale et entrepreneuriale ce qu'a dû être ce matin le nom de Raphaël Nadal au journalisme sportif, c'est-à-dire un terme assez employé dans toutes sortes de situations, et dont au bout du compte, souvent, on n'a pas forcément une compréhension extrêmement précise, en fait. Donc, l'objet un petit peu de la session d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir quelques pistes de réflexion au travers d'interventions, de témoignages sur une partie des réalités que peut recouvrer ce terme de business model, et puis réalité illustrée donc par des témoignages d'entrepreneurs. Alors on avait prévu un deuxième entrepreneur en fait aujourd'hui pour témoigner, qui n'a pas pu venir, et donc la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que je vais assumer ce rôle du second entrepreneur, et je vais essayer d'introduire la thématique du business model au travers d'une expérience entrepreneuriale personnelle dans laquelle j'étais impliqué il y a quelques années. Et après donc cette introduction, dont je vous promets qu'elle sera très brève, ensuite je donnerai la parole donc à Daniel Janton, qui est professeur à HEC et qui est notamment un grand spécialiste de ce sujet. Et Daniel qui a invité en fait un entrepreneur, et les deux témoigneront en fait après l'intervention de Daniel sur un cas illustré d'innovation, sur un cas illustré de business model. En fait. Alors, donc je vous ai dit, je vais introduire en fait la problématique du business model à partir d'un exemple personnel. Alors pour illustrer ça de manière un peu marrante, j'ai trouvé, donc j'ai improvisé cette présentation ce matin. Donc il y a encore quelques approximations, et j'ai trouvé ce comics de Dilbert que j'ai trouvé assez sympa pour parler du business model. Le business model, globalement, c'est, si on doit le définir, dans la littérature, on le définit, l'une des définitions les plus classiques, c'est autour de 9 modules, donc au centre duquel vous avez l'offre. Ensuite, vous avez donc l'ensemble des canaux de commercialisation, de distribution, le choix de la cible. La première boucle de rétroaction qui sera le modèle de revenu, la façon dont on va convertir ce processus de recrutement de clients en un chiffre d'affaires. Et puis une seconde boucle de rétroaction qui aura trait à la nature de la relation qu'on va pouvoir établir avec ses clients. Relation qui peut parfois dépasser largement le strict cadre de l'action commerciale consistant à faire qu'un client achète un produit et me paie un certain prix pour cela. Daniel prendra un certain nombre d'exemples pour illustrer cela. Donc ça, c'est la partie droite en quelque sorte du business model qui a trait à la stratégie de commercialisation au sens large. Et puis sur la partie gauche, on a l'ensemble de la stratégie liée au développement de l'offre, donc autour de la compréhension qu'on va avoir de son cœur de métier, d'un certain nombre de savoir-faire, et puis d'un réseau, d'un tissu de relations qu'on saura nouer avec un réseau de partenaires qui parfois pourront avoir un impact déterminant dans le fait de construire un avantage concurrentiel. Et puis l'ensemble de ce système va déterminer bien sûr une certaine structure de coût. Donc là, vous avez en quelque sorte la vision théorique traditionnelle du business model, et ce que je vais essayer de faire au titre de l'introduction, c'est de vous montrer comment on peut appliquer ça dans un cas particulier, qui est en fait un projet d'entreprise dans lequel j'étais impliqué. Alors pour la plupart d'entre vous, c'est la préhistoire, mais c'était dans les années 95. Et dans les années 95, j'avais une entreprise qui était spécialisée dans des marchés qu'on appelait à cette époque-là la présentation électronique. Et globalement, on commercialisait ce que vous avez aujourd'hui installé au plafond, c'est-à-dire des projecteurs multimédia, et tout un ensemble de produits et de services qui déclinaient cette idée consistante à utiliser son ordinateur pour conduire des exposés, des cours ou des réunions. Et ce marché-là est intéressant parce que dans les années 95, donc, ont émergé les premières générations de projecteurs multimédia, et le marché était caractérisé en fait par trois aspects saillants extrêmement précis. D'abord, les produits étaient très chers. Un projecteur à cette époque-là, il faut se rappeler qu'ils avaient globalement la taille d'un aspirateur, pesait entre 7 et 7-8 kilos pour les plus portables d'entre eux, et ces produits-là coûtaient en moyenne 10 000 euros. Un projecteur à cette époque-là coûtait 10 000 euros. Deuxième caractéristique du marché,
tous les 6 mois, il y avait une nouvelle génération de projecteurs qui apportait une amélioration dans les performances, meilleure qualité d'image, plus lumineux, meilleure résolution, puisque les technologies LCD, qui étaient le moteur en fait de l'innovation sur ces marchés-là, elles-mêmes se développaient extrêmement rapidement. Si on se dit tous les 6 mois, il y a une nouvelle génération de produits qui apparaît, on se dit ça pose un problème pour un client à un moment donné d'acheter un produit, puisqu'il se dit j'ai toujours intérêt à attendre, puisque dans 6 mois il y aura beaucoup mieux que ce qui existe aujourd'hui. Et donc il y a une sorte de frein structurel pour l'adoption précoce de ces produits-là, en se disant dans un terme relativement court, il y aura peut-être beaucoup mieux. Et troisième caractéristique, on était à cette époque-là face à des clients qui étaient relativement peu éduqués à l'acte consistant à conduire un exposé avec son ordinateur. Il y avait encore souvent des problèmes techniques quand on branchait un projecteur sur un ordinateur. C'est une remarque qui est importante parce que les situations de présentation, et aujourd'hui on en a fait l'illustration, sont des situations à forte implication. C'est-à-dire quand je présente, en général il y a un enjeu qui est important. Et situation à forte implication, ça veut dire que le présentateur va avoir tendance à développer une stratégie de minimisation du risque de rencontrer des problèmes techniques. Et donc par conséquent, même si on pouvait trouver des adopteurs précoces qui étaient sensibles à l'idée de commencer à conduire leurs exposés, leurs présentations avec l'ordinateur, ils avaient quand même toujours peur que ça ne marche pas, et donc parfois il y avait toujours ce risque de se dire, bon, je vais quand même rester sur les méthodes traditionnelles de présentation, parce qu'au moins je suis sûr que ça marchera, même si c'est un tout petit peu moins sympa. Et donc la question, c'est comment on peut utiliser cette trame de réflexion sur le business model pour construire un avantage concurrentiel, sachant qu'en plus, comme je l'ai dit, on était sur un marché d'assemblage, le cœur technologique des projecteurs, c'est la technologie LCD. Donc avec un fort risque de tension sur les prix, puisque les produits sont chers, un marché d'assemblage, donc il y avait structurellement un fort risque de tension sur les prix. Et donc l'une des idées sur lesquelles on a travaillé à cette époque-là, c'était de redéfinir l'offre en se disant on va arrêter de parler de produits, et on va développer en fait vis-à-vis des clients, des utilisateurs, des cadres dans les entreprises, un système de gestion de parc, comme les entreprises le font aujourd'hui de manière tout à fait standardisée pour leur parc automobile. On s'est dit on va transposer ça à l'exploitation d'outils de présentation. Cette offre de gestion de parc, on va bien sûr la vendre en direct auprès des clients adopteurs précoces. Ce qui veut dire que le modèle de revenu est celui de la location financière, c'est-à-dire au lieu d'acheter un projecteur à 10 000 €, je vais louer un produit 300 € par mois. Et on le sait maintenant, parce que c'est maintenant une trivialité sur ce marché-là, mais bien sûr l'élasticité de prix, c'est-à-dire la perception du prix du produit, quand on paie un loyer de 300 € par mois, elle est très différente que lorsqu'on va signer un chèque de 10 000 € pour utiliser un projecteur. Et donc, dans le cadre d'un contrat de gestion de parc, la sensibilité au prix du produit est d'un seul coup considérablement diluée. Deuxième axe de réflexion, on s'est dit ces produits-là, puisque les gens ont peur de les installer, on va les installer pour eux dans la salle de réunion. C'est-à-dire qu'on va dépêcher le jour J à l'heure H un technicien qui prendra à sa charge le fait de régler tous les problèmes techniques de dernière minute. Bien sûr, le client va payer pour ce service, mais on lui vend la garantie que dans une situation importante où il va faire un exposé, le produit marchera. Et troisième axe de réflexion, si votre contrat de location financière est bien conçu, vous pouvez permettre à votre client utilisateur de renouveler son parc au rythme d'un tiers tous les ans. Donc vous pouvez implicitement lui vendre la garantie que son parc sera toujours en quelque sorte à l'état de l'art. Et donc ce faisant, en vendant non plus des produits mais des contrats de gestion de parc assis sur un système d'installation, ça permettait d'adresser en fait les trois biais, les trois problèmes que rencontrait le développement de l'adoption sur ce marché, qui était la perception du prix, la dynamique d'innovation qui faisait peur aux clients sur le fait d'avoir un produit obsolète, et la peur d'utiliser des produits technologiques dans des situations de présentation. Ce faisant, donc, votre partenaire principal dans ce montage-là n'est plus le fabricant de projecteurs, mais il devient l'organisme de location financière, puisque dans un tel modèle, en fait, le produit devient secondaire, puisque vous vendez un service à des clients qui achètent un service. Donc le produit, à ce moment-là, devient secondaire, et le cœur de votre modèle économique, de votre business model, devient le partenaire de location financière avec lequel vous devrez monter le mécanisme créatif qui vous permet de renouveler le parc à raison d'un tiers tous les 6 mois.
Et donc, ce faisant, vous devenez un prestataire de service avec une structure de coût de prestataire de service. Et l'intérêt de ce montage, c'est que donc vous vendez vos produits bien sûr beaucoup mieux puisqu'ils sont incorporés dans des contrats de location financière. Vous créez une clientèle qui est par nature fidèle puisque les gens s'engagent sur 24 ou 36 mois. Et dans la mesure où vous faites correctement votre service, votre prestation, vous avez de fortes chances que le contrat soit renouvelé en bout de course. Et le dernier avantage extrêmement important, c'est que vous avez complètement changé la dynamique de financement de votre métier qui, lorsque vous vendiez des produits, s'appuyer sur un besoin en fonds de roulement qui était positif, donc avec des problèmes de financement de la croissance, parce que j'ai des stocks, parce que je suis payé par mes clients bien après avoir dû payer mes fournisseurs, donc j'ai un problème structurel, une question structurelle de financement de la croissance. Et là, vous vous rendez compte que le modèle est complètement inversé, puisque votre partenaire de location financière va vous payer sous 3 jours, et donc vous êtes payé par votre client, le partenaire de location financière, avant de payer vos fournisseurs et vous n'avez plus besoin de stock puisque vous êtes face à une demande qui est infiniment plus planifiable que dans des contextes non contractualisés. Donc ça c'est un exemple en fait d'exploitation d'une réflexion sur le business model pour reconcevoir en fait la définition de son métier et avec comme enseignement, c'est ça qu'on en a tiré dans cet exemple, que ce type de réflexion en fait véhiculait deux grandes dimensions fondamentale. La première, c'est que la réflexion sur le business model nous avait permis de construire un avantage concurrentiel qui était impossible à construire autrement parce que les autres acteurs sur le marché continuaient à vendre des produits alors que nous, on vendait des choses qui étaient totalement différentes. Et le deuxième avantage, c'est que cette réflexion sur le business model nous a permis d'optimiser la dynamique de cash et donc les problèmes de financement de la croissance de l'activité auxquels on aurait été confronté en restant sur un modèle traditionnel. Donc voilà un exemple qui vaut ce qu'il vaut, qui n'engage que moi dans sa présentation, à titre d'introduction en quelque sorte sur la réflexion sur le business model. Maintenant je vais laisser la place au véritable expert sur le sujet qui est Daniel Janton qui vous